Les relations de Gaulle et de Malraux sont quelque chose d'absolument étonnant, tellement étonnant que c'est presque génial, puisque effectivement le génie est par nature étonnant. Vous avez deux hommes pas forcément de deux générations différentes. Enfin, de Gaulle est né en 1890, Malraux est né en 1901, il y a donc 11 ans de différence entre les deux. Les origines sociales sont assez différentes. De Gaulle est né dans la bonne bourgeoisie catholique, provinciale, pas la bourgeoisie vraiment de droite. Il ne faut pas oublier que la famille de Gaulle était dreyfusarde, ce qui d'ailleurs, dans ces milieux catholiques, était assez rare. C'était donc des dreyfusards, mais très attachés aux traditions. Malraux, c'est beaucoup plus fantasque, avec des suicides autour de lui, un grand-père aventurier, un père aussi aventurier. Lui-même a vécu en partie avec sa mère, parce que ses parents étaient séparés dans une petite épicerie. Donc vous voyez des formations assez différentes. Malraux, jeune, s'intéresse beaucoup au surréalisme, à la peinture. C'est pas le genre de Gaulle qui choisit la carrière militaire, qui est un grand lecteur de Chateaubriand et des historiens. Donc vous voyez, au départ, c'est un peu comme si c'était deux vagues qui ne devaient pas se rencontrer et qui ont mis du temps avant de se rencontrer. Arrive donc la Seconde Guerre mondiale. Alors auparavant, je ne veux pas raconter toute l'histoire de Malraux, mais c'est un engagement, on dirait aujourd'hui, assez à gauche, la guerre d'Espagne, la lutte antifasciste, et de Gaulle, lui, n'est pas politiquement engagé, mais c'est un grand lecteur de Péguy, de Michelet, donc plutôt quelque chose d'assez traditionnel. Et arrive donc la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle lance son fameux appel, et là, il y a une anecdote assez curieuse. Malraux, auparavant, était devenu volontaire, il était trop âgé pour être mobilisé en 40, en 39 ou en 40, il était devenu volontaire pour aller se battre. Il est fait prisonnier et il entend parler de l'appel de Gaulle. Et on raconte, alors ça, je le mets un peu entre guillemets, je trouve ça d'ailleurs, c'est très malrussien, c'est un peu surréalisant d'ailleurs. On raconte qu'il aurait envoyé une lettre à de Gaulle à la suite de cet appel pour dire qu'il était prêt à se rallier à lui. Et on raconte que c'est une Anglaise qui, dans un autobus, devait transporter cette lettre en allant en Angleterre. Des Allemands rentrent dans l'autobus, elle avale la lettre. Donc la lettre a disparu dans le ventre d'une dame anglaise. Alors, c'est tellement Malraux comme histoire qu'on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais des historiens y croient. En tout cas, Malraux ne rejoint pas de Gaulle et entre dans la résistance en 1943, mène une résistance formidable, à la tête même de la brigade Alsace-Lorraine, la libération de Strasbourg, pendant que de Gaulle fait tout ce que l'on sait de lui, c'est-à-dire le difficile combat contre, bien sûr, l'envahisseur, mais en même temps la lutte qu'il avait à mener, surtout contre Roosevelt, qui ne voulait pas de Gaulle à la tête de la France, mais de Gaulle finit par l'emporter, et les deux hommes, en juillet 1945, vont finir par se rencontrer. Et il faut imaginer le général héros, un peu rigide, Malraux, qui a eu le prix Goncourt, qui a eu des aventures féminines nombreuses, qui est allé en Indochine, il a même volé des statues en Indochine, tout ça n'est pas très convenable, donc ça aurait pu être un peu dur entre eux. Eh bien, pas du tout. D'après tous les récits que l'on a, le récit de Malraux, le récit de certaines personnes qui les ont rencontrés après, il y a eu une espèce d'étincelle, d'amitié, quelque chose d'étonnant entre ces deux hommes, qui fait que de Gaulle va le prendre comme ministre dans son gouvernement provisoire. Ensuite, de Gaulle démissionne en janvier 1946, mais il va fonder le RPF, le Rassemblement du peuple français, et il va demander à Malraux de s'occuper de l'information. Mauvais mot pour information, on peut dire propagande. Enfin, en tout cas, des journaux du RPF. Le RPF ne réussit pas, s'effondre. Malraux continue son aventure littéraire en s'intéressant de plus en plus à l'histoire de l'art, ce qui n'est quand même pas tellement l'affaire d'un de Gaulle. Il écoutait un peu de musique, il n'était pas très fort en peinture. C'est un grand lecteur, très grand lecteur. Et l'architecture l'intéressait par rapport à l'histoire. Alors que chez Malraux, au contraire, c'est une passion absolue, la passion de l'art, la musique, la peinture. Et donc, pendant cette période
Après le RPF, Malraux se donne complètement à son œuvre qui va donner Les Voix du silence, tous ces grands textes sur l'art. Arrive 58, le retour de De Gaulle. De Gaulle demande à Malraux d'être ministre de l'Information et ensuite il crée pour lui, car ça n'existait pas avant, un ministère spécial qui est le ministère des Affaires culturelles. Et pendant 10 ans, 10 années, Malraux va être assis au Conseil des ministres, toujours à côté de De Gaulle, et il y aura une très très belle complicité entre ces deux hommes, non pas tellement pour mener la grande politique, parce que De Gaulle se réservait quand même les grandes lignes de la politique, mais sur le plan, disons, amical et culturel, ces deux hommes vont travailler ensemble. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, mais qu'est-ce qui les a unis? Parce que j'ai essayé de montrer quand même qu'au départ, la rencontre pouvait être improbable. Qu'est-ce qui les a unis? Chacun peut interpréter comme il a envie d'interpréter. D'abord, il y a le sens du courage, chez l'un comme chez l'autre. Il y a le sens de l'histoire. Pas forcément la même histoire. Chez Malraux, c'est vraiment l'histoire mondiale. Chez De Gaulle, il connaissait l'histoire mondiale, mais enfin, c'est quand même assez concentré chez De Gaulle sur l'histoire européenne et l'histoire française. Et puis, le souffle épique. L'un et l'autre aiment la grandeur. Pas forcément les flonflons de la grandeur, ils les aiment, tous les deux, ça c'est vrai. Mais le fait de faire de sa vie quelque chose d'élevé, sans craindre la mort, l'anti-bourgeois, l'un et l'autre. Voilà, on s'élève et on se donne à une mission. Et d'ailleurs, Malraux, dans son œuvre, a des pages magnifiques sur les êtres de mission. Il parle de certains militaires, il parle beaucoup de moines, de religieux, êtres de mission. L'un et l'autre étaient des êtres de mission. Malraux, beaucoup dans la littérature, mais pendant ces 10 années de ministre d'État chargé de la culture, il va s'adonner au rayonnement de la culture française dans le monde, mais pas seulement de la culture française. Il va s'intéresser à toutes les formes de culture, d'ailleurs. Et De Gaulle va s'arranger pour essayer de refaire. Ça fait rêver aujourd'hui. Ça fait rêver aujourd'hui de redonner un souffle universel à l'aventure historique de la France. Et donc on imagine vraiment le dialogue qui a pu y avoir entre ces deux hommes qui ne pouvaient se situer que au sommet. D'ailleurs, dans les photos que l'on voit de deux, il n'y a pas d'intimité. Ils sont toujours un peu à distance, ils devaient se serrer la main, éventuellement, rien de plus. Ils restaient à distance. C'était plus de, comment dire, oui c'est ça, d'âme à âme. Et pourtant, en disant le mot âme, je m'aperçois qu'à nouveau, il peut y avoir là un assez grand contraste. De Gaulle fait partie de la tradition catholique. Il n'a pratiquement jamais parlé de sa foi, mais il est quand même allé communier à Moscou, à l'époque communiste, il fallait le faire. Bon. Et Malraux, qui a une petite formation catholique quand il était jeune, est devenu ce qu'il appelle agnostique. Ça ne veut pas dire athée, hein. Il est devenu agnostique. Et dans Les chaînes qu'on abat, qui est un ouvrage qui a été écrit par Malraux après la mort de De Gaulle, il y a cette phrase étonnante de la part de Malraux. Il dit « Entre nous deux, je me demande quel était celui qui était le plus croyant. » Parce que chez Malraux, il y a une fascination pour le domaine du religieux, mais il reste à la porte. De Gaulle est entré dans le domaine de la foi et de la religion, il n'en parle jamais, donc on ne sait pas ce qui peut se passer à l'intérieur de lui-même. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de conversations entre eux deux sur la question religieuse ou la question de la foi. En plus, chez Malraux, la question religieuse avait été élargie par son contact avec l'Asie, notamment avec le bouddhisme, avec l'hindouisme, avec le shinto au Japon, ce qui n'est pas le cas de De Gaulle. De Gaulle, sur le plan religieux, il était resté dans la bonne tradition de son ancienne famille, c'est-à-dire la tradition catholique. Oui, je reviens sur la question de la mission. Malraux dit de De Gaulle, il n'y a pas de Charles. Bon, et je ne pense pas d'ailleurs qu'il y ait eu beaucoup d'André
pour De Gaulle. Il se situait à un tout autre niveau, c'est-à-dire un niveau où l'individu appartient à une cause qui les dépasse. Et c'est là où on peut trouver la relation à la mort. Alors, du côté de Malraux, la mort a toujours été présente. Il l'a rencontré avec son père et son grand-père qui se sont suicidés. Ensuite, il a aimé éperdument une femme, Josette Lotis, qui meurt pendant la guerre, pendant que Malraux était entré dans la résistance. Elle meurt sur le quai de la gare de Tulle, pour une raison d'ailleurs assez tragique, c'est-à-dire que la mère de cette Josette Lotis était venue voir sa fille pour lui dire « Ma fille, tu n'as pas le droit de vivre avec un homme qui a déjà été marié, ce qui était le cas, et qui n'est même pas divorcé. C'est mal. » Ben voilà, c'est la France de 1943-44. Hein. Et la mère part dans le train. Et la fille, éplorée, en larmes, de voir sa mère presque brouillée avec elle à cause de cet amour que Josette Lotis avait pour Malraux. En plus, ils ont eu 2 enfants ensemble, se met à courir le long de la voie, glisser, se faire écraser par le train. Bon. Ensuite, ils ont eu donc 2 enfants. Ces 2 enfants sont morts dans un accident de voiture. Ensuite, à la fin de sa vie, Malraux va retrouver l'amour avec Louise de Villemorin. Et Louise de Villemorin va mourir. Donc la mort cerne Malraux tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne cerne pas De Gaulle, mais il y a un grand drame qui a occupé toute la vie de Gaulle, dont il n'a pratiquement jamais parlé, sauf une phrase magnifique qu'il a dite à sa femme, c'est que parmi les 3 enfants que De Gaulle a eus avec Yvonne Vendroux, il y a une petite fille, Anne, qui était trisomique. Et Charles de Gaulle, là je l'appelle Charles, parce que c'est plus le général de Gaulle. Charles de Gaulle s'est beaucoup occupé d'elle. Il y a une photo d'ailleurs tout à fait étonnante où on voit Charles de Gaulle avec son chapeau, habillé comme c'est pas possible sur une plage, en train de raconter une histoire à sa petite fille. Et il a eu cette phrase magnifique qui est assez connue au moment de l'enterrement, parce qu'à l'époque les trisomiques mouraient beaucoup plus jeunes qu'aujourd'hui, au moment où cette petite fille est conduite dans le cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, De Gaulle dit à sa femme « Maintenant, elle est comme les autres ». Ce qui, je pense, est vraiment la phrase d'un chrétien. C'est-à-dire, le corps était différent, mais maintenant elle est comme les autres, c'est-à-dire qu'elle est une âme. Et son âme est la même âme que tous les enfants morts. Voilà, donc si on en vient à cette histoire de mort, chacun a eu ses drames, et De Gaulle, n'oublions pas non plus que pendant la Première Guerre mondiale, il combat. N'oublions pas non plus que pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, il combat, enfin en tant que général, donc il prend moins de risques que pendant la Première Guerre mondiale. Et puis ensuite, au moment de la période de l'OAS, on sait qu'il échappe à plusieurs reprises à des attentats, notamment ce fameux attentat de Pont-sur-Seine. Donc la mort les a cernés tous les deux, et vous allez dire que je ne suis pas objectif, mais je pense que dans le fond du fond, ils avaient conscience qu'ils avaient une mission et que la mort ne les toucherait pas forcément eux, premièrement, et deuxièmement, que si la mort devait les toucher, eh ben on s'en fout. On a quelque chose à faire, on ne va pas là avoir la chochotte, avoir peur, parce que la mort nous guette. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui, sûrement, dans le non-dit de ces 2 hommes, a beaucoup compté sur l'intimité et le lien qu'ils ont pu avoir l'un avec l'autre. Et je me répète un peu, mais un lien avec de la distance, des lectures en commun, Chateaubriand, beaucoup de choses qui ne sont pas en commun, notamment la fascination de Malraux pour l'Inde qui n'intéressait guère De Gaulle, la fascination de Malraux pour le Japon, c'est le dernier chapitre des Antimémoires, où on s'aperçoit que cette culture japonaise, l'art japonais, la peinture japonaise, c'était pas du domaine de De Gaulle. Mais peu importe, de toute façon, l'amitié comme l'amour, c'est pas d'avoir le même goût sur tout, ce serait absurde. Ce serait même d'ailleurs stérile sur le fond.
c'est au contraire d'avoir des moments de contraste très forts dans la manière de le vivre. On dit même que c'est un secret pour personne. Vers la fin de sa vie, je me souviens quand je suis allé le voir, le whisky descendait assez fort chez Malraux. On n'imagine pas ça une seule seconde chez un De Gaulle. Donc on voit bien ces contrastes et l'amitié qui se situe vraiment, vraiment sur le sommet. J'ai d'ailleurs des phrases qui prouvent bien le lien. Imaginez quelque temps avant la mort de De Gaulle, donc 1970, Malraux n'est plus ministre. Je rappelle que De Gaulle démissionne en 1969. Immédiatement, Malraux refuse, Pompidou aurait bien aimé le garder, mais refuse d'être ministre. Il était ministre de De Gaulle, donc ministre de la France. Il n'allait pas être ministre d'un autre. Il n'était pas ministre pour être ministre. Il était ministre pour être ministre de De Gaulle. Il faut bien voir cette nuance qui est quand même très importante. Et il lui écrit ce mot étonnant, qui est assez peu connu d'ailleurs. Il lui dit « Avoir eu l'honneur de vous aider était la fierté de ma vie et l'est davantage en face du néant. » C'est une lettre qui date d'octobre 70. De Gaulle va mourir en novembre 70. Et puis, presque en même temps, sans qu'il y ait connaissance l'un de l'autre de ces deux textes, De Gaulle, après avoir quitté le pouvoir en avril 69, se retire à colomber les deux églises. Là, c'est l'espèce de prophète dans la solitude. C'est même assez beau d'un point de vue presque shakespearien. En plus, quand il arpente les landes de l'Irlande, c'est du Shakespeare X2 en quelque sorte. Alors De Gaulle écrit les Mémoires d'espoir. Il avait écrit avant les Mémoires de guerre. Là, il écrit les Mémoires d'espoir, qui sont l'histoire de son aventure depuis le retour au pouvoir en 1958 jusqu'à son départ en 1969. Et voici le portrait qu'il dresse de Malraux. À ma droite, alors à ma droite, il parle du Conseil des ministres. Donc en face de lui, il a le Premier ministre, qui était d'abord Michel Debré, ensuite qui a été Georges Pompidou, ensuite qui a été Maurice Coupe de Neuville, c'est la tradition, le Premier ministre est en face, De Gaulle est là, et le ministre principal est à droite. Donc ce n'était pas le ministre des Finances, ce n'était pas le garde des Sceaux, ce n'était pas celui qui avait le plus grand budget, mais c'était le ministre d'État, André Malraux, chargé des affaires culturelles. Ministre d'État, c'est le sommet dans la hiérarchie ministérielle. À ma droite, j'ai, et j'aurai toujours André Malraux, la présence à mes côtés de cet ami génial, fervent des hautes destinées, me donne l'impression que, par là, je suis couvert du terre-à-terre. L'idée que se fait de moi cet incomparable témoin contribue à m'affermir. Je sais que, dans le débat, quand le sujet est grave, son fulgurant jugement m'aidera à dissiper les ombres. Donc, portrait magnifique. D'un autre côté, ça me fait penser aussi au style. Vous voyez que c'est un style, j'allais dire, presque latin, extrêmement construit, avec des incises, les bonnes virgules, tout est en place. Je ne dis pas qu'il est banal, c'est du style classique. Malraux, c'est du style lyrique. Et tant et si bien quelquefois, on ne sait pas ce qu'il veut dire. Il est inspiré. Il y a quelque chose de chamanique chez Malraux. Des phrases qui viennent, des images, on ne sait pas d'où elles viennent. Même d'ailleurs, dans les improvisations orales, de temps en temps, il se mettait à partir comme si, justement, c'est pour ça que j'ai employé le mot chamanique exprès, c'est comme si une chamane était habitée par un esprit supérieur. Ce n'est pas le cas de De Gaulle, qui maîtrise tout. Mais, vous voyez, ça n'empêche pas du tout l'amitié qu'il y a pu y avoir entre l'un et l'autre. Et puis, une anecdote qui m'a été racontée, je ne sais plus par qui, avant même la sortie en librairie de ce premier tome des Mémoires d'espoir, quelqu'un aux éditions Plomb, où ont été publiées les Mémoires d'espoir, tombe sur cette page, téléphone à Malraux, pour lui dire, André, voilà ce que De Gaulle, dans ce livre, dit de toi. Et il paraît qu'il y a eu un silence de plusieurs secondes, et certains disent, je n'en sais rien, éventuellement
que de larmes auraient pu couler sur le visage de Malraux. Ce qui est une preuve aussi qu'il ne se disait pas « tu es mon ami ». De Gaulle ne disait pas « Malraux, t'es mon ami, vous êtes mon ami génial ». Il ne se le disait pas. C'était un fait, c'était une donnée. Et en fin de compte, cette émotion qu'a pu avoir Malraux quand il a entendu cette phrase prouve qu'il y a peut-être eu, et ça fait partie de son tempérament aussi, il y a peut-être eu un doute. Est-ce que vraiment De Gaulle me plaçait aussi haut que cela? Ben oui, il le place au plus haut. Il le place au plus haut, tout en aimant, d'ailleurs, en littérature, bon, j'ai parlé de Chateaubriand, mais en littérature contemporaine ou de son époque, il aimait André Gide, il aimait André Mauriac, qui sont des gens beaucoup plus sages. De Gaulle n'était pas un amateur, disons, de cette espèce de lyrisme échevelé, un peu baroque, surréalisant d'un Malraux, mais il le lisait, il l'appréciait. Est-ce qu'il le plaçait si haut que ça comme écrivain? Je n'en sais rien. Les spécialistes débattent pour savoir si oui, si non. Personnellement, je pense que oui. Est-ce que De Gaulle comprenait tout de Malraux dans ses, j'allais dire, ses délires, ses envolées lyriques sur l'art? Probablement pas, mais à la limite, peu importe. Ce qui comptait, c'était la flamme. Alors je pense que non, de la part de Gaulle. De Gaulle a eu le destin qu'il voulait. J'allais dire, être roi de France. Bon, il n'est pas né roi de France, mais il a voulu assumer. D'ailleurs, très jeune, il avait écrit une petite scénette où c'est lui qui... Il avait je ne sais plus quel âge, il était enfant ou adolescent. C'est lui qui sauvait la France. Donc, De Gaulle a voulu incarner la France. Il l'a incarné pendant la guerre. Ensuite, il y a eu le grand trou de la traversée du désert. Et il l'incarnait à nouveau après, de 58 à 69. Donc, je ne pense pas du tout que De Gaulle aurait voulu un autre destin que celui qu'il a eu, même si c'est vrai que quand les Français l'ont chassé en 69 avec ce non au référendum, ça l'a beaucoup heurté, même si maintenant on se rend compte que ça le grandit. Plutôt que d'être mort à l'Élysée, par exemple, d'être mort dans cette espèce de solitude, ça lui donne encore une dimension encore plus romantique. Donc du côté de De Gaulle, non. Du côté de Malraux, tous les spécialistes le disent, Malraux était très fier d'être ministre d'État chargé de la culture. Il a fait beaucoup d'ailleurs, pour de très belles expositions, pour nettoyer Paris, pour faire rayonner la pensée française et l'art français dans le monde entier. Il a fait beaucoup pour la musique, pour le théâtre, pour les maisons de la culture. Dans le fond du fond, il aurait aimé peut-être plus de responsabilités politiques. Et, ça je livre ça aux historiens, est-ce qu'il n'aurait pas voulu avoir la main mise sur la télévision? Parce que ça l'intéressait beaucoup. Et il ne l'a pas eu. Pourquoi? J'ai assez insisté sur l'admiration que De Gaulle portait sur Malraux. Enfin, il savait aussi qu'il y avait parfois dans la gestion beaucoup de fantaisie. Et je pense qu'il a trouvé que pour les affaires culturelles, il était parfait et que pour le reste, il avait des spécialistes comme le Couve de Merville, Pompidou, Mesmer, des hommes qui étaient des gestionnaires. Voilà. Malraux n'était pas un gestionnaire, c'était un visionnaire. C'est des choses différentes. Alors un visionnaire peut être ministre de la Culture, le budget n'est pas très important. Et quand il a envoyé la Vénus de Milo au Japon, c'est quand même magnifique, parce qu'il n'envoie pas une œuvre française, il envoie une œuvre grecque pour faire rayonner la culture française. Donc il y a un côté visionnaire. Pour la gestion, peut-être, je ne suis pas très affirmatif, mais c'est pour répondre à votre question, peut-être que De Gaulle se disait non, j'en vois pas à ce point-là. On parle parfois d'Aristote avec Alexandre le Grand, puisqu'Aristote a été le professeur d'Alexandre le Grand. Mais quand Alexandre le Grand a fait sa grande épopée jusqu'aux abords de l'Inde, il n'a pas emmené Aristote avec lui. Et en plus, Alexandre le Grand ayant été quand même très très dur à l'égard, il était macédonien, à l'égard de la culture grecque. Non pas forcément de la culture, mais enfin de la Grèce elle-même, peut-être qu'Aristote n'aurait pas apprécié ce qu'il faisait.
On parle éventuellement de Diderot, de Voltaire, avec les monarques européens. Mais à ma connaissance, mais voilà, c'est un beau sujet pour les historiens, mais j'ai quand même lu pas mal sur le sujet. À ma connaissance, non. Parce qu'il y a l'amitié, il y a la complicité, et il y a quand même 10 ans de travail en commun. Non, je ne pense pas que Kissinger a été, du fait de sa formation aussi, a été un excellent, ça s'appelle secrétaire d'État, disons ministre des Affaires étrangères des États-Unis, parce qu'il connaissait parfaitement bien l'Europe, mais c'est pas, il n'a pas écrit La condition humaine, il n'a pas écrit L'Espoir. Je veux dire, c'est un bon penseur de la géopolitique, mais c'est pas un écrivain de la dimension universelle de Malraux. Vous savez, quand on va en Inde, l'Inde ne connaît pas tous les écrivains français, mais quand on va en Inde et qu'on dit Malraux, encore plus au Bangladesh, mais ils connaissent Malraux. Au Japon, on connaît Malraux. Je ne sais pas si au fin fond de la Pampa, on connaît Kissinger comme écrivain. Non. Et en plus, Nixon, qui est probablement un moins mauvais président qu'on ne le dit, Nixon, c'est quand même pas De Gaulle. Non, là, je crois que non. Là, je suis désolé, mais la comparaison ne tient pas. Je pense pas de discorde, je reviens sur ce que j'ai dit. Il est possible que Malraux ait espéré avoir un peu plus de responsabilités politiques qu'il n'en a eu. Il a eu toutes les responsabilités culturelles. Quant à De Gaulle, il ne dit rien, mais il ne devait peut-être pas être enchanté par l'affaire du Cambodge. Je ne dis pas le soutien que Malraux a apporté pour la décolonisation, parce que De Gaulle a été ensuite l'homme de la décolonisation. Je parle de l'affaire quand même du temple de Bantré-Assey, où Malraux s'était un petit peu servi. Je pense que par rapport aux femmes, c'était pas la même vision des femmes. Malraux a aimé des femmes, souvent d'ailleurs de fortes personnalités. Fortes personnalités, passant de l'une, passant à l'autre, ne fondant pas un foyer stable, ce qui était le contraire de Gaulle. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de dialogue là-dessus. Je pense que l'on peut, de l'extérieur, se dire ces deux hommes ont fait des choix éthiques, familiaux différents les uns des autres, mais je ne pense pas du tout une seule seconde que De Gaulle aurait pu dire à Malraux pourquoi avez-vous eu telle femme et telle autre femme. Non, 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 sûrement pas. Je crois que De Gaulle prenait Malraux tel qu'il était, voilà, et que, inversement, Malraux prenait De Gaulle tel qu'il était. Je pense que s'il y a dissension, non, je n'emploierai pas le mot de dissension, je ne dirais pas des dissensions, je dirais des divergences. Oui, il y a des divergences de mode de vie, ça c'est clair et net. Mais encore une fois, ça n'empêche pas la flamme commune. Il y a sûrement eu de la jalousie. Alors, voyons les choses comme elles sont. Voyons le Premier ministre. Le Premier ministre, Michel Debré, n'entrait pas dans l'univers d'un Malraux. Mais il acceptait, il était tellement épris, en quelque sorte, tellement proche de Gaulle, il a même accepté l'Algérie algérienne, alors qu'il était très Algérie française au début, qu'il laissait faire. Pompidou, à l'époque où il était prof, avait écrit un petit livre qui était des extraits des textes de Malraux. Donc Pompidou, ancien élève de l'école normale supérieure, était un lecteur de Malraux. Ensuite, tout le monde le sait, il était agacé par la gestion de Malraux ministre. De Gaulle n'allait pas faire le moindre reproche à Malraux, mais Pompidou, de temps en temps, lui disait « et votre budget, et ceci, et cela ». Donc il y a eu sûrement des agacements. Quant à Couve de Murville, bon, c'est loin pour ceux qui nous écoutent, mais enfin voilà, c'est le grand bourgeois protestant. Je me souviens de conversations avec lui. Non, Couve de Murville n'entrait pas dans le monde de Malraux, n'entrait pas dans l'imaginaire de Malraux, n'entrait pas là-dedans. Mais les trois personnes que j'ai citées avaient suffisamment d'admiration pour De Gaulle pour l'accepter. Et je ne pense pas qu'au Conseil des ministres, ou à la suite des conseils des ministres, que Malraux ait eu beaucoup de dialogue avec ceux qui entouraient De Gaulle, sauf un homme qui est maintenant oublié, un homme remarquable, qui s'appelle Étienne Burin-Desrosiers, qui était secrétaire général de l'Élysée. Ce sont des
ce sont des postes très importants de gens très discrets, qui étaient un malrussien complet. Et il m'a souvent parlé d'ailleurs de Malraux, il déjeunait souvent avec lui. Donc lui servait d'ailleurs quelquefois un tout petit peu de... Il n'y a pas eu de friction, mais de temps en temps, il y avait un petit quelque chose que De Gaulle avait envie de dire à Malraux, que Malraux avait envie de dire à De Gaulle, et ça passait par Burin-Desrosiers. Maintenant, s'il nous reste un peu de temps, je peux vous dire, j'ai publié dans la presse, comment, éventuellement, De Gaulle aurait sauvé la vie de Malraux. Mais là, on va largement dépasser la demi-heure. Hein. Ah oui, coupez. Allez-y. Bon, alors, nous sommes en 1963. Malraux vit une période difficile de sa vie, physiquement et mentalement, puisqu'il a perdu ses 2 fils dans un accident de voiture, et est en train de se brouiller avec sa femme, Madeleine Malraux, et il n'a plus tellement d'inspiration pour écrire. À un moment donné, il reçoit un de ses collaborateurs et il lui dit « Je vais partir en Asie ». Et il lui tend, c'est ce collaborateur qui s'appelle Michel Antonios, qui m'a raconté l'histoire, donc elle est vraiment authentique. Il lui tend le livre de Drieux-La Rochelle sur le suicide, sans un mot. Alors le collaborateur comprend. Il va en parler à Burin-Desrosiers. Burin-Desrosiers va en parler à De Gaulle, et De Gaulle est très touché. Si vraiment il compte partir en Asie, et s'il a donné à un de ses amis collaborateurs le livre sur le suicide, c'est qu'il y a peut-être une arrière-pensée derrière la tête. Et De Gaulle invente quelque chose. Il dit, c'est très bien, je vais l'envoyer voir Mao Tse-tung. Mais, et ça c'est amusant, il n'en parle même pas au ministre des Affaires étrangères, Couve de Murville, qui m'a dit d'ailleurs qu'il en avait été fort mécontent. Donc il prépare une lettre qu'il envoie directement à l'ambassadeur de France en Chine, puisque en 1964, la France avait reconnu la Chine communiste, pour dire, voilà, il y a un ministre que je vous envoie, qui doit rencontrer Zhou Enlai, qui était le numéro 2, et Mao Tse-tung, sans que le Quai d'Orsay soit au courant. Donc l'ambassadeur était au courant pour organiser les affaires. Malraux rencontre Mao Tse-tung, a lieu un dialogue qui est beaucoup moins intéressant que le dialogue que Malraux en a tiré ensuite dans les anti-mémoires, dans le Miroir des Limbes, enfin peu importe. Et c'est comme si ça avait été un déclic pour lui donner l'idée des anti-mémoires et ensuite de ce très très vaste ensemble qui est, à mes yeux, son chef-d'œuvre, qui s'appelle le Miroir des Limbes, dont les anti-mémoires sont la première partie. Donc voilà, en tout cas, est-ce que vraiment il pensait au suicide? C'est probable. Est-ce que la rencontre avec Mao Tse-tung a été décisive? Chacun peut interpréter, parce que par rapport à la mort, c'est toujours très difficile d'être trop péremptoire, mais soudain, ça lui a donné l'idée d'être l'historien des grandes aventures du XXe siècle qu'il avait vécues, et ça a donné les anti-mémoires. Peut-être un peu sur la décolonisation, c'est possible. Sûrement, en tout cas, quand on les voit ensemble, inaugurer, enfin Malraux en tant que ministre et De Gaulle en tant que président de la République, inaugurer des grandes expositions consacrées à l'art de l'Inde, à l'art de l'Amérique latine, d'autres encore que j'ai oubliés, sûrement Malraux apprenait quelque chose sur l'histoire de l'art mondial. Mais sur le plan des choix politiques, oui et non. Cela dit, si on reprend cette fameuse phrase de De Gaulle, il dit quand même que grâce à Malraux, il est couvert du terre-à-terre et que cet incomparable témoin contribue à m'affermir. Donc le fait d'avoir près de lui Malraux, ça affermit De Gaulle dans sa mission. Voilà. Mais est-ce qu'il y a eu un moment donné où Malraux aurait pu dire « là vous devriez faire ceci avec la Chine, là vous pourriez avoir telle attitude vis-à-vis des États-Unis », je n'en sais rien.
Je ne le pense pas, mais j'en sais rien. Après tout, vous savez, dans ces grandes amitiés, c'est comme dans l'amour. On a beau vouloir expliquer, il y a toujours une part qui échappe à la raison. Et en tout cas, dans De Gaulle-Malraux, il y a une grande part qui échappe à la raison et qui touche le cœur, l'amitié, mais qui touche encore plus haut que le cœur, qui touche l'âme entre eux deux.